Moi, je ne vais pas du tout parler de contrôle interne, ou peut-être si en conclusion, je vais surtout vous parler de contrôle externe. C'est-à-dire lorsqu'on parle pour moi, dans le cadre de mon activité, de contrôle ou d'inspection, je pense au contrôle, aux inspections des autorités de contrôle et de tarification auprès des services gestionnaires que vous représentez. Alors c'est vrai que dans le paysage des structures gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, vous êtes assez atypique. Atypique au regard de la nature des prestations que vous proposez, au regard également du type de public auquel vous vous adressez, qui n'est pas forcément catégorisable au même titre que d'autres ESMS. Atypique également avec ce lien très fort, ce lien intrinsèque avec l'autorité judiciaire, hein, on en reparlera tout à l'heure, mesures de police administrative, police judiciaire, c'est toute finalement l'ambiguïté ou la richesse, on verra, de votre positionnement spécifique. Mais, et cela a été dit également ce matin, depuis au moins 10 ans, les choses sont là, vous faites bien partie de l'article L312.1 du Code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire vous êtes classifié établissement et services social ou médico-social. Donc les conséquences, elles sont là. Autorisation, appel à projet, tarification, avec toutes les problématiques d'établissement de budget prévisionnel, on l'a évoqué ce matin, vous souffrez d'un manque de lisibilité évident pour établir vos budgets, compte tenu du nombre de mesures sur lesquelles vous avez une incertitude, contractualisation, peut-être demain, obligation de CEPOM, obligation d'évaluation, évaluation interne, évaluation externe. En fait, le corpus normatif applicable à n'importe quel établissement et service social et médico-social. Le problème, c'est que vous en êtes, mais vous n'êtes pas comparable aux autres établissements. Vous êtes atypique, vous êtes plutôt spécifique. Et cette spécificité, on va voir comment on va pouvoir la valoriser le cas échéant dans le cadre de mesures de contrôle ou d'inspection. Moi, ce n'est pas une critique que je fais, hein. Je n'ai pas qualité d'ailleurs pour la formuler. Je tire simplement les conséquences du fait que c'est le Code de l'action sociale et des familles qui régit aujourd'hui votre fonctionnement et qui va donc venir régir les relations que vous allez avoir avec les autorités administratives qui sont compétentes, parce que il faut l'avoir en tête, il y a une autorisation de fonctionner. Dès l'instant où il y a une autorisation administrative qui conditionne votre fonctionnement, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, à un instant T, l'autorité compétente administrative est en droit de venir contrôler que les conditions de cette autorisation sont respectées. Et c'est pour ça que vous n'aurez jamais la possibilité de vous opposer à la réalisation d'un contrôle ou d'une inspection. Ou plutôt, je vous déconseille fortement de vous y opposer. Quand vous faites une lecture combinée du Code de l'action sociale, du Code de la santé publique, la conséquence, elle est pénalement présente. C'est 1 an d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Ça, c'était pour vous stimuler un petit peu, hein. Donc, sachant qu'on ne va pas pouvoir s'y opposer, et d'ailleurs, dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue de la qualité, c'est toujours intéressant d'avoir, sur le principe en tout cas, un œil bienveillant, ça a été dit ce matin, je crois, neutre, objectif, compétent sur les pratiques. Donc on ne peut pas s'y opposer. La question, c'est de savoir comment on va pouvoir malgré tout protéger ses intérêts, protéger les intérêts des majeurs protégés qu'on accompagne dans le cadre de ces pratiques, de ces démarches. Bien. Donc je vous propose rapidement, en tout cas dans le temps qui m'est imparti, une réflexion en 2 temps. Un premier temps qui va s'attacher à réfléchir avec vous aux obligations, parce qu'ils en ont, aux obligations des agents qui relèvent des autorités administratives compétentes lorsqu'il s'agit de réaliser ces contrôles, ces inspections. Et un second temps sur les droits des gestionnaires que vous êtes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez valoriser, comment vous pouvez, le cas échéant, vous protéger lorsque l'inspection, eh bien, ça peut arriver également, va conduire à des mesures d'administration provisoire, à des cessations d'activité. Bon. Alors, quand moi je parle de contrôle ou d'inspection, je ne l'entends pas, ça a été précisé brillamment ce matin par le cabinet Mazars, je ne fais pas forcément de distinction entre audit interne, contrôle interne, évaluation. Moi je considère que l'inspection, c'est une démarche de l'autorité administrative qui va venir sur site, vérifier si tout se passe bien. Le contrôle, lui, pour moi, est plus large. On va pouvoir le voir intervenir, notamment sur l'examen, si tant est qu'il soit réel, mais l'examen des rapports d'évaluation externe, sur des demandes de cession d'autorisation. Il va falloir contrôler que le cessionnaire, le repreneur, présente des garanties techniques, morales, financières suffisantes. Par exemple, dans le cadre de fusion, il paraît que c'est à la mode en ce moment. Bon. Donc ça, on sera sur du contrôle. L'inspection, c'est on reçoit un signalement la plupart du temps et on va sur site pour vérifier ce qui se passe. Alors, cette inspection, vous l'avez compris, elle est diligentée par l'autorité administrative. Mais il peut y avoir plusieurs causes.
Ça peut être une inspection programmée, avec information ou pas du gestionnaire. Ça peut être une inspection inopinée, aussi avec information préalable ou pas. Ça peut être une inspection sur la base d'un signalement de la famille, d'une autre association concurrente, anonyme, pourquoi pas, anonyme surtout. Bon, mais finalement, peu importe. Finalement, peu importe, c'est à vous de gérer la situation. Pour terminer ces quelques propos introductifs, moi je pense aussi que l'inspection, en réalité, il faut la voir comme un outil stratégique pour les gestionnaires. Je vais prendre un exemple. L'affaire est classée, donc je peux l'évoquer. Je citerai évidemment pas le service de protection concerné. Bon, on a un service de mandataire judiciaire qui découvre, plusieurs semaines après, le décès d'un des usagers, d'un des majeurs protégés qui était suivi. Bon. Déclaration, signalement d'événements indésirables auprès de la DDCS. Bon. Si ça avait été la première fois que ça se passait, j'aurais rien dit. Le problème, c'est que c'est la deuxième fois que ça se passe sur la même année. Bon. Donc, on s'aperçoit qu'il y a eu un dysfonctionnement à un moment donné, on l'identifie, on comprend bien qu'à un moment donné, il y a un mandataire qui... Bon, etc. Et donc, moi, on vient me consulter, on me demande, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va se prendre une inspection, on risque peut-être la fermeture. Et je leur ai dit, vous allez vous prendre une inspection, mais vous allez la demander. C'est-à-dire que vous allez accompagner votre signalement d'événements indésirables graves d'une proposition auprès de la DDCS. Vous allez immédiatement, après, bien sûr, validation par le conseil d'administration, on replace le rôle des administrateurs centrales dans ces réflexions, vous allez proposer un plan d'action adapté, réaliste, adapté, mettant en place les mesures de contrôle interne que vous allez... Alors, les mesures correctrices, déjà du dysfonctionnement, et des mesures de contrôle interne pour éviter autant que possible que la difficulté se reproduise. Et vous allez même proposer de vous-même une inspection. C'est-à-dire que vous allez inviter les services de la DDCS à venir chez vous, vérifier comment ça se passe, quels sont vos process, quelles sont vos procédures. Eh bien, l'affaire a été classée. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui, nécessairement, a été la clé du sauvetage de la situation, mais clairement, ça y a contribué parce que la bonne foi de l'association a été mise en avant, a été comprise par les agents concernés, qui se sont dit finalement, bon, ok, il y a eu un raté, ça peut à la limite peut-être arriver à tout le monde. Ils proposent en plus de ça de venir voir ce qui se passe chez eux, c'est donc peut-être qu'ils n'ont pas, en tout cas ils l'estiment ainsi, beaucoup de choses à se reprocher, donc on ira les voir, mais on ira les voir plus tard. En tout cas, il n'y a pas eu une inspection coup de poing avec derrière une suspension d'autorisation, comme on pouvait le craindre. Hein. Donc c'est aussi un outil stratégique, l'inspection. Ça vient d'en haut et ça s'impose à vous, c'est vrai, mais on peut aussi le réfléchir autrement. Hein, on peut aussi le réfléchir autrement et peut-être prendre les devants. Bon. Donc, ces quelques propos introductifs passés. Maintenant, lorsqu'il s'agit de réfléchir à la mise en place d'une inspection, il y a quand même des obligations qui vont s'appliquer aux autorités administratives. Hein. Ils ne peuvent pas débarquer comme ça dans vos structures, au siège de vos structures, faire ce qu'elles veulent, interroger tout le monde, demander aux représentants de sortir de la salle en étudiant les pièces. Il y a un certain nombre de règles. Alors, il y a des règles spécifiques, on va les voir. Il y a des règles d'ordre général. En quelques minutes, c'est difficile là, d'endresser la liste exhaustive. On peut au moins en invoquer une qui est toujours un peu, j'allais dire, tarte à la crème pour l'administration, c'est le respect du contradictoire, le respect des droits de la défense, ou le respect du contradictoire, comme on l'entend le plus souvent. C'est un principe fondamental, en fait, qu'on va retrouver dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans le Code de procédure civile, dans le Code de procédure pénale, dans le Code des relations entre le public et l'administration, article L121-1. Ce principe, il veut que, lorsqu'on vous reproche quelque chose, un dysfonctionnement, il faut, avant de le sanctionner, c'est-à-dire avant de prendre une mesure administrative qui en tire les conséquences, vous mettre en mesure déjà d'une part de le connaître et surtout d'y répondre. Le principe du contradictoire, concrètement pour vous, va consister dans l'envoi d'un pré-rapport d'inspection par l'administration, c'est-à-dire voilà ce qu'on a constaté sur place, voilà les dysfonctionnements, je vous donne un certain délai pour me répondre. Bien. Et ensuite, on a le rapport définitif, avec derrière, le cas échéant, la mesure administrative qui va suivre, on y reviendra. Il est parfois oublié, ce pré-rapport. Alors, il y a plusieurs situations. Parfois, vous ne recevez jamais le rapport définitif. Alors là, il ne faut pas courir après, ça veut dire qu'a priori, tout va bien. Non, mais j'ai eu des questions. C'est qu'est-ce qu'on fait? On a ce rapport en suspens, est-ce qu'ils peuvent nous le ressortir? Non, si vous ne le recevez pas, c'est qu'a priori, pas de difficulté. Par contre, lorsque vous recevez le pré-rapport, il faut y répondre, évidemment. Il faut y répondre, on verra tout à l'heure comment. Il va falloir trouver le juste équilibre entre la reconnaissance, finalement, d'imperfection, voire de dysfonctionnement, sans pour autant se tirer une balle dans le pied dans l'hypothèse d'un contentieux ultérieur, c'est-à-dire sans reconnaissance de responsabilité. Oui, il y a toujours des choses à améliorer.
Mais pour autant, non, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous indiquez dans ce rapport et je vous en apporte la démonstration. Donc ce principe du contradictoire, c'est-à-dire la réponse qu'il vous est permise d'apporter, c'est fondamental. Parce qu'on verra qu'une fois que c'est le juge, pour moi le juge administratif, qui a le dossier entre les mains, mais ce sera très compliqué de passer à ce niveau-là. Donc tout se gère en réalité en amont. Donc, principe du contradictoire, je vous donne un exemple. Alors, ce n'était pas en matière de service de mandataire judiciaire, mais la logique est la même. En 2010, une inspection sur un établissement qui accueillait des jeunes enfants. Un jeune enfant meurt noyé dans un lac à l'occasion d'une sortie. Inspection en 2010. Le rapport d'inspection ne préconise pas la fermeture. Il y a un plan d'action qui est mis en place pendant 2 ans avec des échanges avec les tutelles réguliers dans un climat, croyait-on en tout cas, de relative confiance. En 2012, deuxième inspection coup de poing, surprise, et fermeture immédiate. C'était une deuxième inspection, elle était distincte de la première. Et sauf qu'ils avaient oublié de laisser un certain temps au gestionnaire pour remédier au dysfonctionnement et même juste de répondre à ce qu'on lui reprochait en 2012. On a attaqué la mesure de fermeture qui s'en est suivie et on a gagné. On était bien content. On a gagné 1 an et demi après, devant le juge administratif, après un plan social, après que les usagers aient été répartis dans d'autres structures, après que la fermeture nous ait coûté à peu près 1 800 000 €. On est encore, en 2018, au moment où je vous parle, en contentieux contre l'administration concernée, en responsabilité, et aussi devant la Cour nationale de tarification, parce qu'il y a des... Bon, je ne fais pas le détail, mais une problématique de produit de la tarification. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, le contentieux, ce n'est pas une finalité en soi. C'est un constat d'échec, en réalité. C'est un constat d'échec. Mais le fait est que l'administration a des obligations qui vont s'imposer à elle, et notamment le principe du contradictoire, c'est le principe fondamental de réalisation de toutes ces inspections. Au-delà de ces principes fondamentaux, ouais, j'avais oublié, voilà. Au-delà de ces principes fondamentaux, il y a les principes spécifiques. Et là, on va se diriger vers le Code de l'action sociale et des familles. La chance ou la malchance, mais en tout cas la chance que l'on a depuis le 17 janvier 2018, c'est qu'on a un peu plus de lisibilité qu'avant. Une ordonnance, vous l'avez tous vu passer, du 17 janvier 2018 est venue clarifier un certain nombre de points en matière de contrôle et d'inspection des autorités administratives. Vous prenez le rapport qui a été remis au président de la République et vous avez l'explication, la raison d'être de cette ordonnance. Il y avait des confusions entre des mesures de police judiciaire, des mesures de police administrative, il y avait des confusions sur... En tout cas, il y avait une confusion autour de des normes applicables. On retrouvait des articles L313, L331. En fait, on était un peu perdu finalement dans ce Code de l'action sociale et des familles. Donc, on est venu apporter de la clarification. Vous pouvez regarder également le rapport qui a été présenté en Conseil des ministres où vous avez une synthèse assez juste de ce qu'est donc cette ordonnance. En matière de contrôle et d'inspection, ce que l'on peut en retenir entre nous, et pour que vous ayez une lisibilité de ce à quoi peut conduire la réalisation d'une inspection qui révèle des dysfonctionnements majeurs au sein des structures, l'ordonnance est venue clarifier une graduation des décisions administratives qui sont consécutives aux inspections. La moins grave, c'est finalement tout va bien ou pas de réponse. Ensuite, on va commencer à avancer dans le dur. Celle qu'on va retrouver la plupart du temps, c'est des injonctions. Une injonction, c'est de vous dire, voilà, on a identifié tel problème, on vous donne tel délai pour remédier à ce problème et nous en justifier. Le problème qu'on a face à ces injonctions, c'est que le délai, ça c'est la jurisprudence qui nous le dit, doit être adapté et raisonnable. Bon. Sauf que quand on vous reproche des difficultés, par exemple sur le terrain de la gouvernance, où on va vous reprocher, je prends un exemple, le fait d'avoir centralisé un petit peu tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, et finalement que la démocratie associative ne fonctionne pas, parce que le CA ne se réunit pas, parce qu'on retrouve l'AG composé à l'identique du CA, composé à l'identique du bureau, c'est-à-dire 3-4 personnes tout au plus. Bon, c'est pas une critique à l'égard de ce type de fonctionnement, mais on va pouvoir le retrouver parce que les autorités administratives, au-delà de l'activité, peuvent aussi s'attacher au fonctionnement du gestionnaire. Bon. Quand on vous reproche de ne pas convoquer assez vos conseils d'administration, mais qu'en même temps on vous donne 10 jours pour répondre aux dysfonctionnements qui auraient en réalité mérité la convocation d'un CA et donc un délai de convocation de 15 jours, on se retrouve avec des décalages entre ce qui est possible de faire, ce qui est attendu. Et le juge derrière ne vous couvrira pas. Donc ces délais ils sont souvent très très courts, il faut donc savoir les anticiper. Dès l'instant où on reçoit le pré-rapport, il ne faut pas uniquement se concentrer sur la réponse qu'on est amené à pouvoir apporter, il faut aussi anticiper la suite et d'ores et déjà prévoir un certain nombre de points de correction, de contrôle interne et
le cas échéant, en convoquant, même en anticipation, les instances de gouvernance compétentes. Si l'injonction n'a pas été suivie d'effet, c'est-à-dire si les mesures correctrices ne sont pas jugées satisfaisantes, et bien derrière, l'ordonnance est venue apporter plein de bonnes nouvelles. Alors maintenant, il peut y avoir des astreintes, donc 500 € par jour. Il peut y avoir des amendes maintenant, dans la limite de 1% du chiffre d'affaires, donc 100 000 € à peu près. Alors je ne l'ai pas encore vu, ce n'est pas encore trop usuel, ça n'a pas été mis en place, je pense, au niveau des administrations, mais il faut le savoir. Voilà, vous pouvez faire l'objet d'une amende, évidemment. Vous ne la ferez pas figurer au compte administratif, ou en tout cas, elle ne sera pas a priori reprise. Et puis vous avez ensuite les mesures qui sont plus complexes à gérer. Les mesures intermédiaires de type désignation d'un administrateur provisoire. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà connu ce type de situation. C'est extrêmement complexe à gérer. Extrêmement complexe parce qu'on a un individu qui sort d'on ne sait pas où, qui a été nommé par arrêté, avec un périmètre de mission très identifié, qui est là pour 6 mois, en fait souvent 12. On se demande bien s'il n'a pas envie de récupérer le service non plus à la fin. Et puis en réalité, il prend tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'il est à la fois directeur, à la fois président, à la fois conseil d'administration, il se substitue à l'employeur, il a une marge de manœuvre énorme en réalité. Et sauf que le directeur, il reste directeur de sa structure, le président, il reste président de sa structure. Donc on voit la situation complètement nous échapper, et finalement on n'est plus du tout maître de la régularisation des choses, du plan d'action qu'on avait proposé. Et parfois, ça ne part pas dans la bonne direction. Et du coup, les mesures définitives sont la cessation d'activité, par le retrait de l'autorisation, par la fermeture, et on dispatche les usagers entre les autres services qui ont encore un peu de place, ou en tout cas on essaye de leur trouver de la place, et on transfère les autorisations aussi. Bon, ça c'est des mesures, j'allais dire, extrêmes, mais je vous le dis moi à mon niveau, elles existent. Elles existent. Il n'y a pas tellement de jurisprudence sur le sujet spécifique des services de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas confronté à ces décisions-là. Vous y êtes confronté par le simple fait que vous relevez du Code de l'action sociale et des familles et que donc, au titre des mesures de police administrative, eh bien, réellement, vous pouvez faire l'objet de ce type de mesures. Peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà fait l'objet d'inspections un peu musclées, avec des injonctions, peut-être administration provisoire. On aura l'occasion d'en échanger dans un second temps. Voilà quelles sont les obligations. On ne part pas n'importe où, on ne part pas n'importe comment. L'administration a des obligations dans la réalisation de ces inspections. Et du coup, on peut aussi se dire que les gestionnaires, ils vont avoir des droits. Alors, ces droits, on peut, et en plus, quand c'est un avocat qui vous le présente, tout de suite, on va se dire, on ira au procès, on va faire un procès. Super. Bon. En fait, le procès, il est inadapté dans ces cas de figure-là, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va durer longtemps. Il y a des procédures d'urgence, c'est vrai, vous avez peut-être entendu parler des référés, voilà, on fait un référé, référé liberté, référé suspension. Mais quand vous avez un administrateur provisoire entre les pattes, elle est où la situation d'urgence? Le juge ne vous suit pas. Je m'y suis encore cassé les dents au mois d'août 2018. Tribunal administratif de Grenoble, l'administrateur provisoire est nommé dans l'intérêt de l'association, il ne dessaisit pas totalement l'association de ses prérogatives en termes de décision de gouvernance, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, les procédures d'urgence vont être extrêmement compliquées à faire passer, sauf dans des cas extrêmes type fermeture. Et procédure d'urgence veut dire évidence. On dit le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. Or, le juge, il ne va pas se coltiner 300 pages de rapport d'inspection. Il va falloir lui montrer qu'il y a eu un vice tellement flagrant, tellement évident qu'il vaut mieux suspendre la mesure le temps que le juge du fond se... Et c'est difficile à faire passer. Et le juge du fond, lui, il va mettre 12 à 15 mois. Le juge administratif classique, il va mettre 12 à 15 mois pour rendre sa décision. Le mal sera fait, en réalité. Le mal sera fait. Vous aurez, le cas échéant, en parallèle, un signalement, article 40, auprès du procureur. Au passage, le procureur, il a un rôle particulier dans votre secteur d'activité, puisque dans la mesure où il donne un avis au moment où l'autorisation est allouée au service gestionnaire, évidemment, il est associé lorsqu'il s'agit de réfléchir aux inspections et surtout aux mesures administratives qui seront consécutives à ces inspections. Donc, vous l'avez compris, ces recours au juge administratif, ces contestations a posteriori, elles vont être assez insatisfaisantes. Et je vous le dis d'expérience. Je pourrais prêcher pour ma paroisse en vous disant il faut attaquer. Des avocats le font. Moi, je ne le ferai pas, en tout cas pas aujourd'hui devant vous, parce que c'est aussi un discours de vérité que je vous dois, et je vous le dis, partir en contentieux contre ce type de mesures, c'est à peu près une chance sur 10 que ça marche. Voilà. À peu près, si on devait faire un ratio, j'ai horreur de faire ça, mais entre ce que je gagne et ce que je perds, ou alors je suis très mauvais, c'est possible aussi. En attendant,
C'est très compliqué. C'est très compliqué. Les juges ne sont pas réceptifs et les juges ne se placeront jamais à la place de l'administration. Ils diront toujours « mais moi, ce n'est pas mon rôle d'aller revérifier que la gravité des dysfonctionnements correspondait à la proportionnalité de la décision ». Non, le juge, soit c'est évident, soit ça ne l'est pas. Et en réalité, la plupart du temps, ça ne l'est pas. Du coup, face à ce constat presque d'échec, il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir comment on va pouvoir définir des outils qui nous permettront finalement d'éviter la mesure administrative négative à l'issue de l'inspection. L'inspection, elle ne nous appartient pas forcément. Je l'ai dit, ça peut être un outil stratégique, mais la plupart du temps, elle s'impose à vous. Et alors, malgré tout, si on est contraint d'aller jusqu'à un juge, quels sont les outils qu'on va pouvoir formaliser pour démontrer que l'administration était sur cette inspection-là complètement à côté? Et c'est là où le contrôle interne, et du coup j'en attaque ma conclusion, je ne sais pas si je suis dans les délais ou pas, c'est là où le contrôle interne va du coup prendre tout son sens, parce qu'il va vous falloir de la traçabilité. Alors vous pourrez me répondre, mais finalement on a déjà les évaluations externes. On a les évaluations externes, c'est vrai. On a les rapports d'évaluation externe et on peut aussi se dire, bon, si le rapport d'évaluation externe est bon, et qu'en plus de ça, on le sait, il conditionne le renouvellement des autorisations, finalement, je vais pouvoir m'en servir contre l'inspection qui relève autant de dysfonctionnements que ça. C'est vrai, sauf que l'administration, la DDCS, elle ne va pas se contenter de faire ce type de rapport-là. Si elle fait un rapport d'inspection costaud parce qu'elle estime qu'il y a des dysfonctionnements graves et que votre rapport d'évaluation externe il est en décalage, elle va se rapprocher anciennement de l'ANESM, aujourd'hui de l'HAS, pour faire une dénonciation à l'égard de l'expert qui a rédigé le rapport d'évaluation externe. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et là, il va y avoir effectivement des comptes à rendre. C'est peut-être aussi la limite de ce type de procédure d'évaluation externe, je ne sais pas, on ne va pas lancer le débat, qui est assez explosif d'ailleurs sur le sujet, mais le fait est que ce ne sera pas suffisant. Voilà. Donc si en plus vous apportez autre chose, de la traçabilité avec un contrôle interne, avec des échanges avec le tarificateur. On sait par exemple que l'excuse budgétaire, c'est-à-dire l'argument qui consiste à dire je n'avais pas les moyens suffisants pour éviter le drame, pour éviter le dysfonctionnement, on sait que l'excuse budgétaire, ça ne marche pas. Parce que, a priori, on vous alloue les tarifications qui sont nécessaires au fonctionnement normal de votre établissement. Ça, c'est le principe, ce n'est pas la réalité, c'est le principe. Bon. Voilà, moi aussi. Ouais. On est d'accord. Donc l'excuse budgétaire, ce n'est pas une cause d'exonération de responsabilité. Vous ne pourrez jamais le faire valoir. On vous répondra toujours, un procureur vous dira toujours, oui, mais c'est ce qu'on vous a alloué, c'était à vous de faire en sorte que. Mais rien ne vous empêche, au-delà des procédures budgétaires contradictoires, de vous rapprocher aussi des autorités de tarification. Au sein même, dans les exercices, d'échanger des courriers, de demander des arrêtés budgétaires modificatifs. Alors c'est sûr, quand on reçoit l'arrêté de tarification de l'année N au mois de décembre de l'année N, bon, c'est un peu moins évident, on est d'accord. Mais il y a cet échange, il y a ce dialogue aussi à maintenir. Il ne faut pas rester replié, sur le fonctionnement de votre service. Il faut aussi savoir dialoguer avec les autorités de contrôle et de tarification, surtout laisser des traces en réalité, c'est-à-dire la traçabilité, des échanges tracés que vous versez à votre dossier pour être en mesure de dire, soit au moment de l'inspection, soit après, le cas échéant devant un juge, voilà ce que moi j'ai mis en place. Voilà les alertes que j'ai lancées à plusieurs reprises. Peut-être ça ne vaudra pas exonération de responsabilité, mais en tout cas, ça viendra considérablement la diminuer. Donc, dans cette logique de contrôle externe, ce qu'il faut peut-être retenir comme idée clé, mais je crois que ça a été dit d'ailleurs ce matin, en tout cas dans le cadre de mon intervention, c'est l'anticipation. Voilà. Soyez sensibilisés au fait que lorsque les choses dérapent au moment d'une inspection, vous n'aurez plus, ou en tout cas vous en aurez très peu, vous n'aurez plus les outils vous permettant justement de vous défendre. Donc c'est vraiment en amont qu'il faut prendre les choses, dans le cadre d'une réflexion préalable, en associant les instances de gouvernance de vos associations, pour vous dire, bon voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, à mon niveau, constituer comme outil, parce que je sais que la réalisation d'une inspection, si elle décèle des dysfonctionnements, eh bien je serai réellement en difficulté pour pouvoir me défendre.